to the next level? Mamba Out. Bonjour à tous et bienvenue à Hall of Shame. On se retrouve en ce début d'année 2021 pour le 4e épisode de C'est quoi, notre mini-série de vidéos qui repose les bases de la tactique en NBA. Donc après avoir parlé du jeu, de tactique, de concept, on va s'intéresser à un autre élément clé du basketball moderne, les fameuses statistiques avancées. Comme tout le monde le sait, le basket est un sport de statistiques, et surtout depuis quelques années de statistiques avancées. On en parle énormément, elles sont de plus en plus utilisées dans la ligue, on a même eu des general managers comme Daryl Morey qui ont basé tout leur recrutement et la construction de leur jeu, de leur équipe, autour de ces fameuses statistiques avancées, et certaines, comme le PER, sont même citées et utilisées dans les débats pour savoir quels sont les plus grands joueurs de tous les temps. Mais finalement, les outils dessous, les différents outils statistiques qui sont utilisés, restent très obscurs pour la très grande majorité des gens, et il reste quelque chose vraiment de confiné au monde des mathématiciens, des profils matheux, et s'éloigne quand même pas mal de l'esprit basketball que l'on a. C'est donc quelque chose d'un peu abstrait dont j'ai choisi de vous parler et de vous expliquer aujourd'hui. Bien sûr, d'abord, il faut remettre en contexte tout un peu les statistiques dans le monde du basket. En effet, les statistiques avancées ne sont pas arrivées d'un coup, elles sont arrivées avec de plus en plus de statistiques qui se sont accumulées, et donc on va commencer en parlant de ça. Ensuite, on pourra parler un peu de quelques stats avancées clés qui sont principalement utilisées actuellement. D'abord, comme je le disais juste avant, il y a une évolution dans le temps des statistiques. En effet, on remarque 3 grandes périodes pour les statistiques en NBA. La préhistoire des statistiques, la période des box scores et la période du big data. Donc on va faire un peu d'histoire et se replonger un peu dans le passé pour voir comment tout ça a évolué. D'abord, du début de la NBA jusqu'en 1974, on a vraiment la préhistoire des statistiques. Donc à ce moment-là, on a déjà un box score, on a déjà des statistiques, mais elles sont très très simplifiées. On a sur le box score après un match, les minutes, les tirs tentés et marqués, les lancers francs tentés et marqués, les rebonds totaux, les passes décisives, les fautes personnelles et bien sûr le nombre de points marqués. Donc à ce moment-là, les statistiques sont encore quelque chose d'indicatif, mais finalement le basket n'est pas encore un sport de stats. Il ne l'est pas plus qu'aux États-Unis que le baseball, le hockey, le foot américain, et il est à peine plus finalement que le rugby ou le foot en Europe. C'est vraiment à partir de 73-74 que la NBA va décider donc de changer quelque chose. En effet, l'ancien box score est très tourné encore nombre de points marqués. Il donne donc une indication de si un joueur a fait un bon ou un mauvais match, si un joueur est bon ou pas, mais finalement pas vraiment de son profil et ne donne surtout aucune information du niveau défensif. Donc c'est à ce moment-là que, pour vraiment montrer qui sont des bons défenseurs, la NBA décide de rajouter d'autres statistiques clés que l'on retrouve maintenant dans tous les box scores et qui nous paraissent très communes. En 73-74, elle va rajouter les rebonds offensifs et défensifs, ce qui permet donc de savoir si un joueur est meilleur en défense en prenant principalement des rebonds défensifs. Elle ajoute la même année les contres et les interceptions. Ensuite, 4 ans plus tard, en 77-78, elle va rajouter le nombre de pertes de balles de chaque équipe et des joueurs en particulier. Enfin, en 1979-80, avec l'arrivée du 3 points, on rajoute encore 3 colonnes, le nombre de tirs à 3 points tentés, marqués, le pourcentage de tirs à 3 points. Donc en 1980, on retrouve le box score classique que l'on retrouve maintenant un peu sur tous les sites de basketball spécialisés après chaque match. C'est le box score auquel tout fan de basket est parfaitement habitué et maîtrise sur le bout des doigts. On va rester donc sur ce schéma avec aucune autre statistique qui vont arriver, vraiment sur rester là-dessus. Donc de 1980 jusqu'en 1997 avec l'arrivée des données en très grand nombre, du big data. Donc le big data, c'est vraiment l'énorme quantité d'informations qu'il est nécessaire de stocker sur des très gros super ordinateurs. Et elle va arriver vraiment petit à petit au début du 21e siècle. Et on la retrouve notamment en NBA ou dans le monde du sport. En NBA, cette révolution des données, elle va arriver d'abord en 96-97 avec l'arrivée du play-by-play. Donc le play-by-play, vous pouvez le retrouver sur l'application NBA.com pendant un match, et tout simplement à chaque minute, lorsqu'il y a une action importante, vous voyez donc tel joueur a tenté tel type de tir, après un rebond offensif ou défensif, etc. On a désormais énormément d'autres informations qui sont disponibles, par exemple les temps forts, les temps faibles, quel type de tir les joueurs ont pris, si c'est des lay-ups, si c'est des tirs à mi-distance, à quel moment ils ont perdu les ballons, à quel moment ils ont été bons, etc. Beaucoup d'informations se retrouvent désormais disponibles.
On va continuer dans cette voie quelques années plus tard avec l'automatisation de tout ce système de play-by-play et le player tracking mis en point par Synergy. Donc en 2004-2005, Synergy va créer ce player tracking, c'est-à-dire que à chaque instant, on sait où sont les joueurs et ce qu'ils font. On ne sait pas, comme avant, on ne savait juste à quel moment un joueur avait pris un tir et quel type de tir c'était. Maintenant, on a son emplacement exact sur le terrain, comment il a reçu le ballon, où sont placés ses coéquipiers, combien de dribbles il a fait, etc. Donc, vous voyez à quel point le nombre d'informations explose et sont disponibles pour les statisticiens. On va continuer d'aller dans cette voie en 2013-2014 avec l'arrivée du player tracking optique. On commence à créer des systèmes optiques, donc de caméras, qui peuvent prendre un nombre d'informations beaucoup plus grand. On multiplie par près de 1000 le nombre d'informations récupérées au cours des matchs. Le système n'est plus alors juste de filmer, mais quels sont les moyens de filmer pour obtenir un maximum d'informations à tout moment. Donc comme vous le voyez, les statistiques ont vraiment explosé. On a énormément de chiffres, et donc les équipes ont mis un peu de temps à s'y adapter. On a vu avec Houston, avec Daryl Morey, l'ont fait assez rapidement, mais petit à petit elles vont toutes s'équiper d'une équipe de spécialistes, donc de data scientists, de statisticiens, qui ont vraiment pour rôle de regarder de près ces statistiques-là pour pouvoir rendre le jeu plus efficace. En effet, jusqu'à présent, tous les coachs se basaient surtout sur du ressenti, sur un peu les écoles de pensée du basket, mais finalement il n'y avait pas forcément quelque chose de factuel. On jouait le jeu tel qu'il devait l'être joué, d'après ce qu'on pensait, mais et les révolutions étaient finalement plutôt des révolutions un peu au feeling que l'on tentait comme ça. Donc à ce moment-là, les équipes vont toutes se doter de statisticiens, et les statisticiens vont faire beaucoup de modifications sur finalement les statistiques que l'on regarde, et utiliser toutes ces nouvelles informations qu'ils ont, toutes ces nouvelles données, pour pouvoir en créer des nouvelles. Le premier gros cap qu'ont fait les statisticiens, et qui est très important de savoir quand vous regardez des statistiques, ou que vous voulez analyser un peu le jeu, c'est la prise en compte du pace, c'est-à-dire du rythme de l'équipe. En effet, grâce au play-by-play ou à travers d'autres méthodes de calcul un peu empiriques, on peut désormais calculer le nombre de possessions que va jouer chaque équipe au cours d'un match. Le fait de prendre en compte le nombre de possessions va donc nous permettre de calculer des statistiques que l'on appelle les statistiques par 100 possessions. On va donc pouvoir regarder combien une équipe va prendre de rebonds, combien elle va marquer de points, encaisser de points, et ça au cours d'un match par rapport à son efficacité sur 100 possessions. Donc on ne prend plus en compte le rythme d'un match, la vitesse de jeu. Ça permet donc d'éliminer certains a priori que l'on peut avoir sur certaines équipes en supprimant la vitesse de jeu. Et c'est très intéressant quand on regarde le nombre de points marqués par match par 100 possessions et le point par match encaissé par 100 possessions. En effet, le fait de non regarder le nombre de points tout court par match donne une bonne idée du volume de points marqués, mais le fait de le regarder par 100 possessions, vous retirez donc le fait qu'une équipe ait beaucoup plus ou beaucoup moins tiré, et donc vous pouvez vraiment regarder son efficacité. Or au basket, ce que vous avez surtout envie, c'est d'être efficace en attaque et en défense. Et donc on a beaucoup d'a priori qui changent d'un coup. Par exemple, lorsqu'on recalcule le pace des Denver Nuggets de 1990 ou 91, on peut vraiment réajuster en fait le nombre de points qu'ils marquaient et leur efficacité offensive. En effet, ils jouaient à fond et étaient la première équipe de la ligue cette année-là au nombre de points par match avec 119,9 points par match, ce qui était énorme. Vu comme ça, à cette époque-là, on disait que les Denver Nuggets avaient la meilleure attaque de la ligue de loin, scoraient énormément, mais finalement, ramenés sur 100 possessions, ils n'étaient plus que 21e, c'est-à-dire qu'ils étaient finalement une équipe moyenne, voire faible offensivement en attaque. Et donc on voit un très gros écart entre les deux. De la même façon, sur les a priori, on peut parler des Suns de 2004-2005, qui sont décidément un très bon exemple dans ces vidéos de la série C'est quoi. On voit que c'était une équipe qui jouait à fond avec les fameuses 7 seconds or less de Mike D'Antoni et qui encaissait énormément de points. Ils étaient derniers de la ligue au niveau du nombre de points encaissés en volume. Mais quand on regarde sur 100 possessions, et donc l'efficacité de leur défense, on voit qu'ils passent 16e, finalement à peu près au milieu de la ligue. On a donc l'image en tête d'une équipe qui marquait énormément et qui ne défendait pas, mais finalement c'était tout simplement une équipe dans la moyenne de la ligue en défense. Le fait de regarder sur 100 possessions, là on a vu qu'on l'a fait sur les stats collectives d'une équipe, mais on peut aussi le faire sur les stats individuelles. En effet, c'est notamment ce qu'on applique sur l'usage rate et l'offensive load. Donc je vous invite à regarder l'épisode sur la polarisation et sur le spacing. J'aborde le sujet et j'en parle pas mal. Donc c'est aussi quelque chose de ramener à 100 possessions. On a aussi le box plus-minus, qui est le nombre de points que votre équipe a marqué quand vous étiez sur le terrain
moins le nombre de points que vous avez encaissés, et ceci ramené sur 100 possessions encore une fois. Donc ça permet de regarder les statistiques individuelles des joueurs sans prendre en compte le rythme que joue l'équipe, ou alors le fait qu'un joueur va jouer beaucoup ou pas, pour voir s'il est efficace tout simplement sur le temps qui lui est accordé. Et pour voir son impact sur le jeu, par exemple l'usage rate, ça permet de regarder quand un joueur est sur le terrain, à quel point est-ce qu'il va manger le ballon. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à voir, parce qu'on n'aura pas forcément beaucoup de pertes de balles pour un joueur qui joue 10 minutes, mais qui peut avoir un usage rate absolument énorme parce qu'il tire ou perd la balle à chaque fois. Donc plutôt que de réfléchir en termes de nombre brut comme on a l'habitude de le faire, les statisticiens vont se mettre à faire évoluer toutes les statistiques qui sont utilisées en NBA pour réfléchir plutôt en termes de pourcentage, pour avoir vraiment quelque chose de plus juste à regarder pour pouvoir analyser le jeu. Donc je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, on va désormais calculer le pourcentage de pertes de balles que va faire une équipe, c'est-à-dire le nombre de pertes de balles qu'elle va faire sur 100 possessions. C'est plus intéressant que de regarder le nombre de pertes de balles totales, car là vous l'ajustez encore une fois sur le rythme, et ça permet de voir si votre équipe, dans l'absolu, est une équipe qui va perdre beaucoup ou peu de ballons, et pouvoir vraiment le comparer aux autres équipes. De la même façon, si vous voulez regarder si une équipe domine ou non au rebond en général, il est intéressant de regarder le pourcentage de rebonds offensifs. Donc, on suppose que plus une équipe va prendre de rebonds, plus elle va être dominante au rebond. Mais finalement, si vous défendez très mal, l'équipe en face va peut-être mettre tous ses tirs et vous ne prendrez que très peu de rebonds. Ça ne veut pas dire qu'au rebond vous êtes mauvais, ça veut dire que vous êtes mauvais en défense. Mais si vous voulez regarder vraiment juste le rebond, ce qui est intéressant, c'est de voir le pourcentage de rebonds offensifs que vous avez laissé à l'autre équipe, et de la même façon, vous, le pourcentage de rebonds offensifs que vous avez réussi à récupérer. C'est-à-dire le nombre de rebonds offensifs que vous avez récupérés par rapport au nombre de tirs que vous avez manqués, donc d'opportunités de rebonds offensifs. Plus une équipe va avoir un haut pourcentage de rebonds offensifs, plus on pourra dire qu'elle est dominante au rebond, sans prendre en compte encore une fois le rythme ou le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise défense et une bonne ou une mauvaise attaque. Ensuite, quelque chose de très très intéressant, ça peut aussi être de regarder le nombre de lancers francs pris par tir. En effet, les tirs les plus simples au basket, ceux à plus haut pourcentage et donc qui rapportent le plus de points, sont les lancers francs. La plupart des équipes chutent à 75% à peu près au lancer franc, ce qui est beaucoup plus gros que les autres tirs. Donc on va regarder le nombre de lancers francs tentés par rapport au nombre de shoots tentés, donc le pourcentage de lancers francs obtenus par rapport au nombre de shoots tentés, ce qui va donc permettre de voir si une équipe est capable de provoquer énormément de fautes, d'aller récupérer énormément de lancers francs, et donc de marquer beaucoup de points plus faciles. Dernier exemple que je peux vous donner, ça va être l'effective field goal percentage. Donc quand vous regardez le pourcentage de tir d'une équipe, c'est toujours très important, ça permet de voir si une équipe est à droite ou non. Mais le problème, c'est que plus une équipe va prendre de 3 points, plus son pourcentage va diminuer, parce que c'est des tirs qui sont de plus loin. Sauf qu'un 3 points vaut plus qu'un tir à 2 points. Donc dans l'effective field goal, on va rehausser un peu la valeur des 3 points, comme vous pouvez le voir sur la formule qui s'affiche, de façon à recalculer un pourcentage qui soit plus juste, qui donne une meilleure valeur d'à quel point votre équipe est à droite ou non. Donc ces 4 statistiques que je vous donne là, je les donne pas finalement par hasard, c'est ce qu'on appelle les 4 factors. Donc ces 4 statistiques, vous les avez sur tous les box scores quand vous allez sur NBA.com ou Basketball Reference pour chaque match. C'est ce que les statisticiens ont déterminé après pas mal de recherches comme étant les 4 statistiques clés pour voir si une équipe domine ou non un match. En effet, pour gagner un match, les 4 facteurs les plus importants sont de limiter au maximum les pertes de balles, de dominer au rebond, d'aller obtenir un maximum de lancers francs car ce sont les tirs les plus simples, et d'être adroit au tir. Donc lorsque vous analysez un match, plutôt que d'aller regarder les stats classiques, si vous voulez voir si votre équipe a dominé ou s'est fait dominer, il est plus intéressant de regarder ces facteurs-là. Si votre équipe a perdu, vous pourrez donc plus facilement voir s'ils ont été dominés parce qu'ils ont perdu beaucoup de ballons, s'ils ont perdu au rebond, s'ils n'ont pas su aller chercher les fautes qu'il fallait, ou s'ils ont donné beaucoup de fautes à leurs adversaires. On voit par exemple avec les Lakers cette saison, qui sont énormément basés d'ailleurs sur ces différents principes clés, en dominant au rebond et sur les lancers francs pris. En se focalisant vraiment sur ces 2 aspects, c'est notamment comme ça qu'ils ont pu autant dominer pendant les playoffs. Donc ensuite, tous les statisticiens, ils se sont cherchés à regarder comment améliorer les équipes et tout ça, mais ils se sont aussi beaucoup intéressés un peu au fantasme de créer la statistique avancée ultime, parfaite. C'est-à-dire un seul chiffre qui permette de comparer tous les joueurs entre eux, de façon à dire qu'un tel joueur est meilleur qu'un autre. Donc ce fantasme existe depuis pas mal de temps, on l'a eu depuis pas mal de temps avec l'efficiency, ou évaluation en français, qui est tout simplement la somme de tout ce qui est positif d'un box score,
auquel on soustrait tout ce qui est négatif, comme les pertes de balles ou les fautes. Donc ça donne un chiffre, mais ne prend pas en compte beaucoup d'autres aspects, notamment le temps de jeu. Plus vous jouez longtemps, plus vous allez avoir des chiffres élevés. Donc on a le PER, le Player Efficient Rating, qui va prendre en compte d'autres facteurs avec une formule beaucoup plus complexe, que je vous épargne, et qui va permettre donc de sortir un chiffre où plus le chiffre est haut, plus théoriquement le joueur est bon. Cependant, ça se limite vraiment sur les données du box score. On va pas prendre en compte l'influence d'un joueur sur la défense collective, sur la capacité à aller poser des bons écrans en attaque, sur la capacité à replacer ses coéquipiers, etc. Qui sont pourtant des facteurs clés pour être un bon ou un mauvais joueur et faire gagner son équipe. Il y a donc d'autres statistiques, d'autres éléments qui ont été avancés, comme l'adjust plus minus ou le win share, qui sont plus là pour prendre en compte à quel point est-ce que vous avez apporté à votre équipe quand vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire, quand vous êtes sur le terrain, si votre équipe est meilleure que quand vous n'y êtes pas. Le problème, c'est que ces statistiques-là prennent aussi en compte le fait que vous jouez toujours avec les mêmes joueurs qui, eux, peuvent apporter ou ne pas apporter. Donc, si vous jouez avec des joueurs plus faibles pendant votre carrière, vous pouvez avoir le risque d'avoir cette statistique qui descend alors que vous-même apportez beaucoup. Donc, toutes ces statistiques ont beaucoup de mal, finalement, ne donnent que des indices, finalement, pour voir si un joueur est bon ou pas, mais sont à manier avec des pincettes et avec beaucoup de précautions. Et finalement, cette course à l'Eldorado de la statistique ultime pour pouvoir noter les joueurs, pour le moment, elle ne donne pas de résultat. Cependant, ces statistiques sont toujours utiles pour pouvoir comparer les joueurs entre eux, pour pouvoir argumenter un débat, mais ne se suffisent pas finalement à elles-mêmes. Donc voilà, j'espère un peu vous avoir pas mal aidé sur les statistiques avancées, que maintenant c'est plus clair pour vous, ou si ça l'était déjà, que j'ai pu vous apporter quelques éléments nouveaux. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager avec vos amis, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about